Bonjour à toutes et tous. Je ne fais pas l'appel aujourd'hui. On fait pas l'appel aujourd'hui. Je sais pas, il y a quelques absents, mais je sais pas si c'est Mme Martin qui sera absente la journée. Et puis et qui Madame Arribé. Ah, Madame Arribé, Karine Arribé et Ariel Lévy. D'accord, Ariel Lévy, Pauline Martin, Karine Arribé qui seront absents. D'accord. Très bien. Donc le Ouais. Bien, nous allons reprendre donc nos travaux. Voilà, nous avons le plaisir de retrouver Anne. Merci Anne d'être de retour parmi nous. Évidemment, on te souhaite le pro rétablissement, c'est fait, donc meilleure forme. Voilà, donc on t'a attendu pour passer les rapports de la commission E. Donc nous allons commencer par le rapport E1. Alors, le rapport E1 va être présenté par Corinne Melzassar et il concerne l'activité contentieuse du département. Bonjour à tous, Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors, il s'agit d'un dossier pour information. C'est l'état des lieux de l'activité contentieuse du département. Je vous rappelle que le président du conseil départemental a reçu par délibération du 1er juillet 2021 délégation de l'Assemblée pour toute la durée de son mandat afin d'intenter au nom du département toute action en justice ou de défendre le département dans toute action intentée contre lui. Donc, la gestion de la grande majorité des contentieux de la collectivité est centralisée au sein de la direction du Conseil et des affaires juridiques, DCAJ. La DCAJ dispose d'un budget annuel de 50 000 €. La DCAJ inscrit en dépense au budget des provisions pour risques s'agissant de l'ensemble des contentieux de la collectivité. Elle s'élève à 406 824 € au titre du budget primitif. Les deux postes les plus importants de ces provisions concernent le domaine social et le domaine patrimonial. En fonction de la nature et de la complexité des enjeux du dossier, la DCAJ décide soit d'instruire l'affaire en interne ou soit de l'externaliser. En volumétrie, on observe depuis 2020 une relative stabilité. La liste exhaustive des contentieux est accessible à la demande des élus à la DCAJ. Quantitativement, ces contentieux sont majoritairement traités en régie interne. Et c'est là où il est important d'insister sur la fiabilité de nos services, même si, selon la complexité des dossiers, la part de contentieux traités en régie a diminué cette année, enfin l'année 2024, passant de 72% à 55% au premier trimestre 2025. Je vous rappelle que c'est uniquement dans le cadre du type de dossier où le département ne peut pas parfois avoir toutes les compétences, notamment pour avoir un ministère d'avocats obligatoire. Qualitativement, on observe que les contentieux en lien avec la politique enfance-famille et liés aux procédures individuelles de suspension ou de retrait d'agrément d'assistant maternel ou familial constituent une part importante des affaires. Viennent ensuite, pour ce premier trimestre 2025, les contentieux concernant les ressources humaines, puis les contentieux liés aux infrastructures routières. Quant aux résultats obtenus, la qualité de la défense assurée par les services départementaux s'avère payante, puisqu'elle a permis de préserver les intérêts de la collectivité et d'obtenir un taux de succès de 77% des décisions favorables en 2024, même s'il est noté que très rarement le département est indemnisé, y compris en cas de succès. Enfin, la DCAJ effectue également un certain nombre de dépôts de plaintes et constitution de partie civile dans le cadre de l'accompagnement des agents victimes d'agressions physiques ou verbales, ainsi que dans le cadre de la poursuite de l'indemnisation des dommages commis sur les biens départementaux. En 2024, donc pour conclure, ce sont 6 CPC qui ont été rédigés en interne et défendus devant le juge et le cas échéant, et 6 nouvelles CPC pour le premier seul trimestre 2025. Voilà, Monsieur le Président, pour ce dossier. Bien, merci. C'est un rapport pour information, donc voilà, sur tous ces contentieux qui sont nombreux, principalement dans les politiques sociales. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport 1 ? Non, je propose de ne pas voter, de prendre acte. Rapport E2. Alors, le rapport E2 est aussi un rapport pour information et il concerne les mandats spéciaux accordés aux conseillers départementaux. C'est Marie-Laure Baudouin qui va nous le présenter.
Président et chers collègues, effectivement, comme Anne vient de vous le dire, ce rapport est pour les décisions et les remboursements des frais. Alors, le présent rapport a pour objet de vous rendre compte des décisions que j'ai prises par la délégation de pouvoir de l'Assemblée délibérante au titre de 2024 sur le premier trimestre 2025 pour autoriser les mandats spéciaux et le remboursement des frais afférents. Ce rapport a été présenté pour information aux membres de la commission Emploi, Économie, Ressources humaines au mois d'avril, le 28 avril. Le contexte, le Code général des collectivités territoriales prévoit sous son article L.3123-19 un droit pour les conseillers départementaux au remboursement des frais de transport et de séjour, hébergement et restauration qui peuvent résulter de l'exercice d'un mandat spécial. Il n'existe pas de définition précise du mandat spécial. La jurisprudence en a toutefois défini les contours en considérant qu'un mandat spécial peut être accordé lorsque un élu est amené à participer à des événements, à des réunions ou événements qui revêtent un caractère inhabituel, entraînant des déplacements inhabituels et indispensables pour l'exercice des missions qui ont un caractère ponctuel et circonscrit dans le temps, pour l'exercice de missions accomplies dans l'intérêt de la collectivité dont il est issu, et enfin, sur autorisation nominante et préalable de l'Assemblée délibérante. Par le passé, la commission permanente avait donc pour habitude de statuer sur les mandats spéciaux qu'elle autorisait lorsque les critères requis étaient remplis. Dans un souci de simplification et de fluidité du fonctionnement de l'administration, la loi dite D3DS, article 173 de la loi 2022-217 du 21 février 2022 est venue élargir le périmètre des délégations de pouvoir qui peuvent être accordées au président du conseil départemental, assemblée délibérante, pour toute durée de son mandat. Cette disposition a été codifiée sous l'article L.3211-2-19 du Code général de la collectivité territoriale qui permet donc au conseil départemental, dans les limites qu'il aura fixées, de déléguer à son président le pouvoir d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que les remboursements des frais afférents prévus au 4e et avant-dernier alinéa de l'article L.3123-19 du présent Code. En application de cette disposition, par délibération E03, adoptée en session le 21 octobre 2022, vous m'avez donné délégation, d'une part, pour autoriser les mandats spéciaux que les conseillers départementaux peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions dans la limite du territoire national et, d'autre part, pour autoriser les remboursements des frais afférents dans les conditions législatives et le règlement en vigueur de l'article L. 3123-19, 4 et 5 alinéas et R. 3123 du CGST, décret 2006-781 du 3 juillet 2026 et arrêter les modifications par le même jour. Sur l'année 2024 jusqu'au 31 mars 2025, 3 décisions d'autorisation de mandats spéciaux ont été prises. Je vous invite à consulter le tableau. Et donc, la décision proposée, c'est de prendre pour information les relatives du mandat spéciaux qui vous sont présentés dans ce présent rapport. Merci, Président. Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport pour information? Non, je pense qu'on fait bien attention à tous ces mandats spéciaux. Ils sont quand même pas très nombreux. Bien, donc vous avez pris connaissance de ce rapport. Je propose de passer au rapport E3. Anne.
Alors, le rapport E3 concerne les certificats d'économie d'énergie dans le cadre de Cap Loiret, et c'est M. Uxori qui va nous le rapporter. Merci, Président. Le rapport E3, alors, qui est un rapport à la fois simple et complexe, il est complexe par le principe général des certificats d'économie d'énergie, mais ce qu'on peut dire par rapport à celui-ci, c'est que donc jusqu'en 2023, EDF avait passé une convention avec le département pour gérer les certificats d'économie d'énergie, et puis EDF est sorti de ce dispositif, et donc c'est Cap Loiret qui l'a repris. Ça a été proposé lors de la session de juin 2023, donc la mise en œuvre d'une expérimentation de gestion groupée des dossiers de travaux d'économie d'énergie réalisés par les collectivités du Loiret, mais également sur le patrimoine départemental. La gestion groupée des CE des collectivités bénéficiaires nécessite la signature d'une convention entre le département et la commune ou l'EPCI qui porte le chantier donnant droit à la prime CE. Donc il y a eu une délibération en date du 19 octobre 2023 avec une convention type de partenariat. Donc depuis cette date, le Loiret accompagne une vingtaine de communes pour les aider à obtenir des certificats d'économie d'énergie. Après mise en vente de ces certificats sur le marché via une plateforme nationale qui s'appelle EMI, les services du département ont pu négocier un prix CE supérieur au prévisionnel à hauteur de 7,80 € le mégawattheure CUMAC, dont vous trouverez le détail dans le rapport. Ainsi, après revente des CE obtenus pour le compte des communes à un délégataire, il est attendu 88 253 € de primes reversés à ces dernières après déduction de frais de gestion. Et les frais de gestion sont représentés beaucoup par l'adhésion à la plateforme. La société OTC Flow France, en sa qualité de délégataire, a formulé une offre d'achat à hauteur de 7,80 € mégawattheure CUMAC pour les dossiers CE de 10 communes citées précédemment. Le cours du CE est fluctuant. Le prix moyen pondéré s'élevait à 7,90 € en février 2025 contre 8,11 € en janvier 2025. C'est peut-être une erreur de date. À mon avis, c'est février 2000. Oui, en un mois. En fait, ça a diminué. Actuellement, les termes de la convention prévoient que le département reverse aux demandeurs l'intégralité des recettes issues de la vente des CE. Toutefois, afin de couvrir les dépenses engagées par le département, il est proposé d'appliquer de manière systématique pour les opérations en cours et celles à venir des frais de gestion à hauteur de 5% sur le montant total des primes reçues. Ainsi, pour la vente des CE de 2024-2025, un montant de 4 413 € correspondant aux frais de gestion sera prélevé sur le montant total énoncé précédemment de 88 253 €. Pour percevoir les recettes, le département devra émettre un avis des sommes à payer à l'attention d'OTC Flow France et le département versera les primes CE par la suite aux communes bénéficiaires après réception de leur titre de recette. Voilà, donc il vous est proposé de prendre acte du bilan 2024-2025 du dispositif, d'approuver le contrat de cession, d'autoriser à signer tout document relatif à la vente, d'approuver l'application pour chaque opération en cours et celle à venir de frais de gestion de 5% sur le montant total des primes perçues prélevées avant leur versement aux communes bénéficiaires, de fixer un tarif minimum d'achat à hauteur de 6 € le mégawatt CUMAC relatif à la vente des certificats d'économie d'énergie et accepter l'offre la plus intéressante dès lors que le seuil minimum d'achat serait dépassé. Approuver les modifications des termes du projet de convention type de partenariat relative à la mise en œuvre d'une gestion groupée des certificats d'économie d'énergie telle qu'annexée au présent rapport et d'autoriser à signer la dite convention et enfin d'approuver les termes du projet d'avenant aux conventions de partenariat déjà conclues telles qu'annexées au présent rapport. Parfait, c'est un finish en sprint. Donc, merci. Bien, est-ce qu'il y a-t-il des questions sur ce rapport concernant les CE ? Donc, effectivement, on voit qu'il y a des communes qui récupèrent des belles sommes, hein, et c'est tant mieux, pourvu que ça dure, ce qui est un peu moins sûr. Pas de questions, je propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, merci. Rapport adopté. Rapport E4. Alors, le rapport E4 concerne le tableau des effectifs et c'est Corinne Melzassar qui va nous le présenter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues, donc ce rapport est le rapport habituel du tableau des effectifs de la collectivité présenté à chaque session.
Il est arrêté à la date du 12 mars 2025. Vous retrouvez donc 3 annexes. Annexe 1, le tableau des effectifs, les emplois pourvus. Annexe 2, le tableau des emplois vacants. Et l'annexe 3, les créations et suppressions d'emplois sur poste permanent. Il y a donc une modification sur l'annexe 3 au sujet donc des 2 postes, le numéro 6995, gestionnaire de site, et 6335, assistant comptable, qui devaient passer au CST de juin, n'ont pas pu l'être. Ils seront supprimés à la session d'octobre. Bien, merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport E4? Non, pas de questions sur le rapport habituel. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport E5. Alors, le rapport E5 concerne la Convention unique des solidarités. Ce rapport est soumis à votre décision et porte sur un avenant au contrat local des solidarités. Il intègre le champ de l'insertion et de l'emploi dans le cadre de la réforme de France Travail. C'est un dispositif unique qui fusionne désormais les solidarités et l'emploi dans une logique d'optimisation des parcours sociaux et professionnels. Il répond à la fois aux exigences des pactes des solidarités, qui, je le rappelle, est le successeur de la stratégie nationale de la prévention et de la lutte contre la pauvreté, et à la loi pour le plein emploi qui a été promulguée en décembre 2023. Le département, précurseur dans l'accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA, vous le savez, avec l'expérimentation qui a eu lieu sur le Montargois, inscrit ses actions 2025 dans le cadre d'une contractualisation avec l'État dans ce pacte, dans cet avenant, en cohérence avec les enjeux de prévention, d'accès aux droits et de transition solidaire et de retour à l'emploi. Donc, je rappelle que cette convention est signée pour 4 ans et qu'il y a des avants annuels, dont celui que nous vous proposons pour décision aujourd'hui et qui, je vais dire, a été travaillé assez longuement entre l'État et nos services et qui prend effet au 1er janvier dernier. Mais nous ne pouvons vous le présenter qu'aujourd'hui, malheureusement, car ce n'était pas possible avant. Donc, vous savez, et je vous l'ai dit, qu'il y a 2 grands sujets. Donc, le champ des solidarités. Le champ des solidarités comprend 24 actions qui sont financées à parité avec l'État, État et département. Donc, vous avez l'axe 1, accompagnement renforcé des 18-21 ans. Nous mettons chacun 45 000 €. L'accompagnement à la parentalité, 45 000 € également pour les départements et l'État. L'aide au maintien à domicile des jeunes du Paris, 3 500 € chacun. L'action de prévention spécialisée, 15 200 € par 152 000 €, pardon, je me trompe, pour l'État et pour nous. La prévention des risques d'exploitation sexuelle des mineurs, 25 000 € à parité. L'accès au langage et la socialisation des jeunes enfants, 63 000 €. Les séjours parentalité, 25 000 €. L'axe 2, c'est-à-dire la lutte contre la grande exclusion grâce à l'accès aux droits, c'est la création d'un poste d'intervenant social pour l'accueil inconditionnel et la coordination avec le centre de contact, c'est 10 000 € à parité avec l'État. Financement d'une équipe mobile de travailleurs sociaux pour de l'itinérance sociale, 55 000 € à parité avec l'État, chacun 55 000 €. L'accès aux droits dans les cantines, 6 500 € à parité. Animation de la communauté métier des travailleurs sociaux, 5 000 et 5 000 €. Financement du poste d'ingénierie du pacte des solidarités, 10 000 € chacun. L'accompagnement des personnes ayant des parcours migratoires traumatiques, 32 725 € chacun. L'accompagnement social des gens du voyage, 75 560 € pour l'État, la même chose pour le département. Le financement du poste des médiateurs des gens du voyage, 25 000 € chacun. Les actions socio-professionnelles et de mobilisation des bénéficiaires du RSA, 61 625 € chacun. Les administrateurs ad hoc, 18 500 chacun. Le soutien des partenaires caritatifs, 86 900 chacun. L'aide aux produits de première nécessité, 50 000 €.
50 000 euros chacun. L'axe 3 concerne la transition écologique et solidaire. Il y a l'auto-réhabilitation et l'accompagnement accompagné du logement social avec Araloc, c'est 20 000 euros chacun. La navette pour l'emploi, 5 000 euros chacun. L'accompagnement individualisé des collèges pour une alimentation durable, 17 300 euros chacun. La mise en place d'actions de mobilité solidaire, 36 150 euros chacun. Et le maintien des accueils de jour, 83 300 euros chacun. Donc vous avez des fiches qui sont annexées à ce rapport et qui vous détaillent chaque action. Et il y aura donc un rapport d'exécution d'ici le 31 mars 2026 et un diagnostic final en 2027. Donc vous voyez un tableau qui vous rappelle donc le montant. Le montant total donc de ces actions, c'est 1 914 120 euros, à parité département-État, et l'État avait sa dotation 2025 et a ajouté donc les reports qui restaient de 2024. Donc nous sommes bien à parité et nous versons chacun 957 060 euros chacun. Ensuite, le champ numéro 2, c'est l'insertion et l'emploi. Donc, accompagner la mise en œuvre progressive de la loi pour le plein emploi, bien sûr avec toute l'expérimentation que nous avons sur le bassin montargois, suite aux travaux qui ont été faits en amont de la loi, et le soutien des actions qui densifient l'offre locale dans une logique de complémentarité ou de renforcement avec les solutions existantes, c'est-à-dire celles de l'État, celles de France Travail ou celles des autres collectivités comme la région avec son offre de formation, par exemple. Donc, dans ce volet 1, alors le volet 1 et le volet 2 sont à parité, c'est-à-dire que sur la partie de l'accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA, le département finance 53 126 euros, tout comme l'État, pour la chefferie de projet et la préparation de la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi. Et chacun, l'État et le département, versent également 632 685 euros sur le volet 2 pour le maintien et le développement du service pour les bénéficiaires du RSA à l'échelle départementale. Ce qui change au niveau du financement, c'est qu'il n'y a plus de parité sur le volet 3, puisque c'est l'État qui, lui, verse uniquement et seulement 944 973 euros pour financer la poursuite de l'action sur le territoire historique de notre expérimentation et sur les extensions du Curtinien et du Lorissois. Le financement total donc de l'État se porte donc à 2 240 330 pour le pacte des solidarités et le volet insertion et emploi, et dans le cadre de France Travail, et il se ventile en 3 axes. Et vous avez, je ne vous relis pas les axes, vous les avez en dessous. Le montant total des actions du contrat proposé s'élève à 4 283 841, dont une participation de l'État, je viens de le dire, à hauteur de 2 240 330 et de 1 695 997 pour le département. Voilà, Monsieur le Président, l'essentiel de cette délibération à laquelle sont annexées toutes les fiches actions, celles que j'ai énumérées de tous les axes, à la fois de la solidarité, mais aussi de tout ce qui concerne le travail, qui sont annexés avec tous les détails à la fois techniques et financiers. Voilà, Monsieur le Président. Bien, merci, Madame la Présidente de la Commission, d'avoir détaillé tout ce rapport qui est extrêmement compliqué. Alors, oui, j'ai préféré le détailler parce que je trouve que les actions sont importantes, les montants sont importants, le travail est important et ça a beaucoup d'impact dans nos actions et dans le quotidien et les obligations du département. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est une négociation pied à pied avec les services de l'État, mais ça se passe plutôt bien avec Madame la Préfète, donc qui est quand même à l'écoute du territoire. Bien, une question, Vanessa Slimani. Oui, merci Président. Plutôt une explication de vote. Alors, évidemment, nous ne voterons pas contre, surtout quand il s'agit d'accepter des financements de l'État. Parce qu'enfin, vous l'avez dit, cette contractualisation était attendue et arrive enfin
voilà, au milieu de l'année, alors qu'elle prend effet au 1er janvier 2025. Et permet, vous l'avez détaillé, le financement d'actions qui sont essentielles pour notre département et pour ses habitants, notamment les plus fragiles. Cependant, il reste quand même difficile de suivre réellement les actions et surtout leur efficacité et les modalités, avec les modalités de contractualisation qui changent et qui évoluent régulièrement. Mais il est aussi difficile de suivre les moyens qui sont alloués aux différentes actions par rapport à ce qui a été mis au budget ou non inscrit encore parce que sans certitude de la contractualisation à venir. J'avoue qu'on s'y perd un petit peu et qu'il serait peut-être intéressant au regard du budget voté, de ce qui passe aujourd'hui, que nous ayons peut-être une clarification finalement sur les actions qui restent à la charge pleine du département, parce que toutes les actions mises en place par le département ne figurent pas évidemment dans ce contrat. Et ça nous donnerait sans doute une image un peu plus globale des moyens qui sont alloués aux différentes actions et donc aux publics les plus fragiles. Cependant, une grande partie de ces actions et donc de cette politique d'accompagnement a subi des coupes budgétaires importantes dans le cadre du budget 2025. Nous en avions déjà échangé, je n'y reviendrai pas, sur lesquelles nous nous étions pour certaines opposés lors du vote du budget. Et je pense par exemple au règlement des aides de première nécessité, ce qui expliquera que, en tout cas, il y aura une abstention concernant ce rapport. Alors, je suis assez d'accord sur le fait qu'au début de l'année, quand on a voté le budget, on n'a pas pu donner ces détails-là, compte tenu de ce document qui n'était absolument pas établi, et l'État n'avait absolument pas les éléments pour établir cette convention avec nous, cet avenant. Donc, on a dû travailler avec eux, les services en tout cas se sont vus et revus pour arriver à une convention, à un avenant de cette convention qui soit équilibré entre eux et nous. Ils nous ont donné le ton du montant, quand même, je le dis, c'est l'État qui détermine le montant de cette convention, c'est pas nous, et on s'aligne avec. Donc, effectivement, nous avons pris des décisions, il est vrai, de baisser certaines subventions, ça, on l'a voté, et ça fait partie un petit peu des décisions nécessaires qui nous impactent, j'allais dire, compte tenu de l'environnement financier et du spectre des problèmes qui peuvent survenir, notamment en 2025, mais surtout en 2026. Donc là, je pense que c'était quand même des mesures qui sont nécessaires, malheureusement, même si elles sont parfois difficiles à prendre, il est vrai. Il y a aussi des actions qui ont baissé. Je pense à la DAGV, par exemple, parce qu'il y a moins de bénéficiaires qu'avant. Donc, il y avait en 2023, il y avait 500 bénéficiaires. En 2024, il y avait 397 bénéficiaires. Donc, si vous voulez, l'activité a baissé. On a baissé de 15% le montant, comme je l'ai dit, au niveau de notre vote. L'activité de la DAGV a baissé. Donc, effectivement, le montant a baissé. Voilà. Que vous dire de plus ? Pour l'instant, je ne peux pas vous dire plus. Voilà, on se cale sur l'État et je dois dire que c'est quelque chose d'assez délicat parce qu'effectivement, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pas tout ce qu'on fait. Il y a bien d'autres choses qu'on fait et on le voit en commission qui passent absolument pas par cette convention. Absolument pas. Donc c'est un complément. L'État vient à notre aide. L'État prend complètement donc tout ce qui est volet 3 de l'insertion et de l'emploi. Le reste, c'est à parité avec lui. Voilà. Bien, merci. Et tu as bien fait de le rappeler. Hein, les négociations sur ce pacte se sont poursuivies, sur ce contrat se sont poursuivies jusqu'au mois d'avril. Donc, au-delà du vote du budget, donc on n'avait pas vraiment de certitude sur l'ensemble des actions soutenues par l'État. Ah oui, il n'apparaissait pas du tout au budget. Ça faisait des trous dans le budget, effectivement. Bien, donc Christine Tellier. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a exprimé ma collègue Vanessa Simani et sur ce qui a été dit en introduction sur le pacte de solidarité, mais aussi lors de notre dernière session.
Je voudrais quand même noter que ce pacte, cette année, intègre des choix de recyclage de certaines actions qui ne sont pas équilibrées et, me semble-t-il, pas bien envisagées globalement politiquement. Pour exemple, la totalité des dépenses de prévention spécialisées financées auparavant sur d'autres lignes sont maintenant financées par le pacte. La totalité, c'est quand même beaucoup, c'est même trop. Son poids budgétaire entraîne des coupes pour d'autres actions qui sont injustes. Ça représente 304 ou 324 000 euros, la prévention spécialisée, alors que ça ne l'était pas dans le pacte de solidarité précédemment. Ça fait des coupes sur d'autres actions qui me semblent assez injustes et contradictoires avec les missions essentielles du département, comme pour la protection, la prévention pour l'enfance, je n'y reviendrai pas. Et puis, la question de la mission sur l'accompagnement des BRSA et des dépendants de la DAGV, je ne partage pas votre analyse. Vous allez diminuer leur financement de 25 euros, c'est-à-dire environ un mi-temps. Un ETP de la DAGV gère 150 à 200 dossiers de bénéficiaires du RSA, à comparer sur d'autres quotités pour les professionnels. Et la qualité de leur travail a été reconnue tant par les services que les élus. Un mi-temps de moins pour la DAGV, c'est environ 75 à 100 personnes potentiellement non accompagnées et qui vont aller où? Eh bien, à la Cité Loiretaine, ça tombe bien, il y a un grand parking pour les caravanes. Alors, pour la DAGV, ce qui était conventionné en 2024, c'était 500 bénéficiaires. Vous avez baissé le nombre de bénéficiaires dans le conventionnement? Alors, en réalisé, en 2024, c'est 400 bénéficiaires. Et en programmé pour 2025, c'est 425. Donc, on a remonté un petit peu le curseur. Donc, on a suivi le réalisé, en définitive. On n'a pas baissé volontairement, on a suivi le réalisé 2024 et le conventionnement qui existait auparavant. Bien, donc merci. Donc, par rapport à la DGV, oui, effectivement, les chiffres sont là, hein, donc au niveau du nombre de bénéficiaires. Et puis après, se posera la question aussi, l'accompagnement rénové, comment ça va se passer avec eux pour les rendez-vous, le suivi, etc. Donc, ça va être peut-être plus compliqué qu'auparavant. Alors, dans le cadre de l'accompagnement rénové, je dis deux mots. En ce qui concerne les gens du voyage, il y a beaucoup de créateurs d'auto-entrepreneurs qui sont suivis par nos coachs emploi notamment. Et voilà, il y a quand même beaucoup de travail qui est fait à leur encontre, à leur bénéfice plutôt. Ok, très bien, merci. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Non, je propose de voter sur ce rapport E5. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Oui, tout l'ensemble de la minorité. Très bien, merci. Donc, ce rapport est adopté. Merci, Madame la Présidente de la Commission, chère Anne. Nous passons maintenant donc, au dernier rapport qui concerne la Commission des Finances, la Commission G. Vous avez le premier rapport qui est le rapport. Alors, le G1, c'était passé. C'est le rapport de Madame la Préfète hier. Le G2, pour information, il s'agit de vous présenter les conventions de mécénat. Je ne vais pas les détailler. Vous les avez dans l'annexe, hein, donc qui reprennent toutes les participations d'entreprises sur nos actions. Donc, vous avez l'ensemble et voilà, je ne reviendrai pas dessus. Si vous avez des questions. Voilà, donc c'est un rapport pour information. Vous avez principalement, il y a le festival de Sully qui est bien soutenu, le restaurant éphémère, Escale en fête, voilà, toutes ces actions menées par le département, soutenues par des partenaires. Bien, donc ensuite, je dirais le cas de résistance de cette session. Donc il s'agit de présenter dans le rapport G3 le résultat de l'exercice 2024 et je vais passer la parole à notre rapporteur général du budget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc, tout d'abord, vous précisez que nous examinons pour la première fois ce qu'on appelle le compte financier unique, le CFU, qui fusionne désormais le compte administratif et le compte de gestion, donc en application de la loi de finances 2024 et de la circulaire budgétaire qui a suivi du 5 mars 2024. Donc un compte administratif qui se caractérise, comme vous pourrez de nouveau le constater, par un effondrement de notre épargne brute et une dégradation de nos ratios cibles, avec une capacité de désendettement qui frôle les 12 ans, ce qui est considéré comme le niveau d'alerte, et aussi le seuil fatidique pour nos prêteurs.
Avant d'examiner dans un instant le détail du résultat de l'année 2024, il convient de replacer cette présentation dans son contexte. Comme vous le savez, au fil de ces derniers mois, la situation est devenue extrêmement préoccupante. Bien sûr, il y a des disparités entre les 101 départements, mais tous font le même constat du manque de visibilité à court terme. Nous sommes véritablement dans une impasse. Nous ne pouvons que constater et surtout subir une érosion rapide de notre capacité de financement qui ne peut être compensée désormais que par de la dette, en l'absence de tout levier fiscal. Les chiffres ne laissent pas de place au doute. Fin 2024, 51 départements contre 20 en 2023 ont eu un taux d'épargne brute inférieur à 8%, un niveau jugé insuffisant, et 2 d'entre eux sont même parvenus à une épargne brute négative à la fin mars 2025. Sans une mesure fiscale, nous sommes condamnés à tailler toujours plus dans les dépenses, alors même que celles-ci relèvent principalement du champ social. Nous arrivons à la limite de l'exercice et la préparation du prochain budget primitif s'apparente à un vrai chemin de croix. Nous nous retrouvons suspendus à l'ultime décision de ce gouvernement qui ne fixe aucune perspective. Seule certitude, il faudra trouver 40 milliards d'économies et tout le monde sera mis à contribution, sous-entendu, y compris les collectivités. L'effort doit être équitable entre les 3 grandes catégories, État, sécurité sociale et collectivités territoriales, et ceci relèvera du dialogue, l'a déclaré le ministre de l'Économie et des Finances, Éric Lombard, le 15 avril dernier. Après le comité d'alerte budgétaire, au cours duquel il avait sonné l'alarme sur l'emballement de la dette, le Premier ministre a lancé le 6 mai la conférence financière des territoires, présentée comme une série de discussions avec les élus locaux sur les finances et la contribution des collectivités. Reste que le dialogue entre les élus et le gouvernement ne fait que commencer, puisque 4 groupes de travail, portant sur des thématiques conjointement définies avec les collectivités, se réuniront jusqu'à fin juin. Un groupe de travail sera consacré exclusivement à la situation particulière des départements, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, ce dont s'est félicité l'Association des départements de France, mais c'est le moins qu'on pouvait en attendre. Une deuxième conférence financière des territoires se tiendra en juillet afin de tirer les enseignements des travaux communs aux associations d'élus et au gouvernement. Il s'agira ainsi de partager les orientations dans la perspective du projet de loi de finances pour 2026. Le Premier ministre souhaite ainsi dévoiler avant le 14 juillet les mesures qu'il entend introduire dans le projet de budget pour 2026. Ces groupes seront-ils la solution pour éviter de ponctionner de nouveau les budgets des départements ? Georges Clemenceau n'hésitait pas à dire en son temps « Quand on veut enterrer une décision, on crée une commission ». Ces groupes de travail ressemblant par ailleurs comme 2 gouttes d'eau aux commissions du passé. En somme, le gouvernement espère que le ralentissement des recettes locales sera suivi d'une baisse du rythme d'évolution des dépenses locales. Le besoin des financements des collectivités serait alors mécaniquement réduit. Cette hypothèse n'est valable que lorsque vous maîtrisez vos dépenses. Mais quand celles-ci deviennent pour près de 70% non pilotables, cette théorie ne tient pas la route et conduit à davantage dégrader une situation déjà contrainte. À titre d'exemple, les dépenses liées à l'aide sociale à l'enfance ont doublé à l'échelle nationale en l'espace de 20 ans, passant de 4,6 à 9,1 milliards d'euros. Pour notre collectivité, c'est seulement en 5 ans que les crédits affectés à la politique de l'enfance ont doublé, en passant de 46,2 millions d'euros en 2019 à 83 millions en 2024. Un nouveau coup de rabot reviendrait à suspendre des aides dites non obligatoires, et je mets des guillemets à non obligatoires, notamment sur les subventions et notre politique de soutien au territoire. Cela revient à remettre en cause une partie des politiques publiques que nous avons accompagnées souvent en complément ou parce que l'État s'était retiré du local. Peut-on aujourd'hui considérer objectivement que notre intervention sur le terrain de la mobilité, du développement durable pour sécuriser et protéger notamment les ressources naturelles, de la santé avec le plan santé, est-ce que toutes ces actions sont aujourd'hui accessoires ? En réalité, ces actions s'inscrivent en cohérence avec notre rôle de proximité et de solidarité avec les Loiretains. Autant dire que la phase de préparation du prochain budget, qui a déjà commencé, s'annonce encore plus difficile que l'année précédente et apparaît comme un véritable crève-cœur. Surtout lorsque, d'un autre côté, on sait que l'État ne compense plus que moins de la moitié de nos dépenses sociales. Cette situation devient insupportable et s'apparente à une forme de défiance envers les élus départementaux qui se voient infliger un traitement injustifié. L'État joue un très mauvais calcul dans cette affaire, en reportant le poids de sa dette sur les collectivités et en asphyxiant les départements.
Cela revient à affaiblir l'un des premiers acteurs de l'investissement public et met en péril toute une économie locale qui dépend de la commande publique. Cela conduira fatalement à une diminution des recettes fiscales, notamment sur la TVA, et des suppressions d'emplois. Nous le savons, les politiques de rigueur, surtout en période d'instabilité, sont souvent synonymes de repli de l'économie et donc d'une croissance atone. Le rétablissement des comptes publics de l'État est effectivement une impérieuse nécessité, mais il serait profondément préjudiciable pour notre pays que les départements jouent leur survie dans ce plan d'austérité. Pour retrouver une pleine confiance souhaitée entre l'État et les collectivités territoriales, un impératif est indispensable et constitue un préalable à la réussite de ce partenariat. L'autonomie financière des collectivités territoriales, inscrite dans la Constitution, doit être absolument rétablie. Je vous propose à présent d'examiner en détail donc, ce compte financier unique 2024. Alors vous avez effectivement le support qui s'affiche. Donc, comme je l'indiquais, donc des résultats qui sont fortement dégradés avec une baisse de l'épargne brute de moins 32,4 millions d'euros, donc de CA à CA, donc du CA 2023 au CA 2024. Donc le CA 2024 est l'épargne brute à 73,1 millions d'euros, et puis vous voyez dès 2024 40,8 millions, qui fait plus de 32 millions d'euros en moins. Donc c'est pratiquement, on va dire, une chute de la moitié qui est quand même considérable. Et puis l'épargne nette qui suit effectivement, passant de 42 à 21,1 millions d'euros. Nos ratios cibles sont profondément dégradés, comme je l'indiquais, avec un taux d'épargne brute à 6,1%, donc qui est largement supérieur aux 10% fixé comme un seuil de tolérance, et puis une capacité de désendettement qui est là aussi qui n'est plus du tout inférieure à 10 ans et qui passe à 11,7 ans. Donc, comme je l'indiquais, sachant que le seuil véritablement d'alerte est à 12 ans. Ensuite, on a effectivement préparé un tableau avec, vous voyez, la situation entre les facteurs favorables et ceux qui seraient défavorables, et qui marque effectivement aussi ce profondément déséquilibre. Donc, on a fait un peu la somme de tout ce qui était dans chaque catégorie. Alors la liste effectivement est beaucoup plus longue sur les facteurs défavorables. Tout d'abord sur les charges de gestion courante, donc avec plus 10,4 millions d'euros, dont 8,5 millions d'euros sont affectés à l'équilibre du budget de la maison de l'enfance. Donc, et ça, c'était dit aussi et rappelé hier sur le déploiement des nouveaux sites d'accueil et des nombreux recrutements dans ce secteur. Toujours aussi dans le champ social, les allocations individuelles de solidarité qui augmentent fortement, là aussi avec pratiquement plus 10 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Sur les frais d'hébergement, une hausse aussi considérable avec plus 6 millions d'euros. Donc dans ces 6 millions, vous avez une grosse part qui est affectée à l'enfance, avec 5,5 millions d'euros. Donc ça, c'est tout ce qui concerne, on va dire, le champ du social. Sur les autres postes, sur la masse salariale, une augmentation de 5,7 millions d'euros, donc qui est spécialement due à l'évolution des effectifs. Et puis, j'y reviendrai dans un petit instant sur aussi les mesures, ce qu'on appelle exogènes, et notamment aussi celles qui sont mécaniques par rapport au glissement vieillesse technicité. Les achats qui enregistrent aussi toujours un effet notable sur l'inflation qui, effectivement, en 2024 était toujours présente, avec 3 millions d'euros supplémentaires. Donc, parmi ces achats, on trouve aussi tout ce qui concerne l'entretien des bâtiments, et puis aussi les transports à la personne des élèves aussi en situation de handicap qui a aussi évolué pendant cette période. Une hausse des frais financiers de 2,1 millions d'euros, donc là qui est notamment due aussi à l'emprunt que nous avons souscrit l'année dernière de 100 millions d'euros, donc forcément des frais financiers en hausse. Les contributions obligatoires, plus 1,7 million d'euros supplémentaires, et là c'est toujours lié aussi principalement à notre versement au SDIS pour 1,5 million d'euros, toujours dans le cadre de la
convention que nous avons signée avec le SDIS qui porte sur la période 2022 et jusqu'à 2028. Les subventions versées aussi qui augmentent de 1 million d'euros, donc qui sont les subventions qui sont versées notamment aux structures d'insertion par l'activité économique dans le cadre du Fonds social européen. Et puis au niveau de la péréquation, un impact négatif sur le solde avec donc moins 500 000 euros. Donc l'ensemble de toutes ces sommes, eh bien, ça fait un peu moins de 40 millions d'euros supplémentaires. Et sur les facteurs favorables, ben voilà, c'est assez rapide. Il y a quelques hausses de recettes d'exploitation, malgré la nouvelle baisse des recettes des droits de mutation pour 13 millions d'euros. Donc on a la TVA qui a augmenté de 1,9 million d'euros, la taxe spéciale sur les contrats d'assurance pour 3,6 millions d'euros, 5,1 millions d'euros au titre du CNSA, mais qui est effectivement encore une fois insuffisant, et puis 7,3 millions d'euros sur des autres produits d'activité, alors que là qui sont plus effectivement on va dire épisodiques, dont notamment les produits constatés d'avance perçus dans le cadre de la reprise en régie des réseaux Medialis pour 3,5 millions d'euros. Des reprises aussi sur du résultat de fonctionnement dans le cadre de la clôture du budget annexe de la ZAC de Limières pour 2,3 millions d'euros. Et puis une plus-value sur la cession de l'EHPAD Château Fontpertuis de l'Ailly-en-Val pour 700 000 euros. Et puis des annulations aussi de rattachement pour 1,6 million d'euros. Des produits financiers qui sont, on l'a aussi évoqué, perçus dans le cadre des titres participatifs acquis auprès de l'EGM Loiret fin 2023 pour un peu plus de 500 000 euros. Voilà. Donc ces facteurs favorables, la somme c'est 7 millions d'euros contre 40 millions de l'autre côté. Sur le détail de ces dépenses de fonctionnement maintenant, donc les dépenses de fonctionnement progressent de plus 6,3%, donc 37,2 millions d'euros supplémentaires par rapport au CA 2023. Donc là, vous avez toujours cette hausse assez importante sur les aides pour 7,3%, un peu moins de 30 millions d'euros. Donc nous avons vu le détail dans la slide précédente sur les AIS. Donc je vais brièvement les rappeler. Ce qui concerne donc les LAPA, oui, au niveau de l'APA, nous avons 2,9 millions d'euros. Sur la PCH, 3,7 millions d'euros. Et sur le RSA, plus 3,3 millions d'euros. Les frais d'hébergement toujours en hausse de 4,9%, donc principalement liés, comme je l'indiquais, sur l'enfance. Donc il y a déjà 5,5 millions qui sont affectés à l'enfance, donc 3,5 millions sur les structures collectives et 2,2 millions d'euros sur les mineurs non accompagnés. Les contributions obligatoires, donc là pour 1,7, donc comme je l'indiquais, c'est principalement le SDIS. Les subventions, là 1 million d'euros d'écart, 6,8% d'augmentation, dont 1,4 million d'euros sont affectés sur la politique en faveur des personnes âgées. Et puis les charges de gestion courantes, donc là aussi principalement liées à la maison de l'enfance, à la fois sur une augmentation du nombre d'enfants accueillis, donc plus 31 en un an, et l'augmentation aussi des effectifs du personnel, qui, je le rappelle, où on a quand même 315 agents qui effectivement sont affectés à cette structure en 2024, et donc c'est 82 agents de plus en un an, rien que sur la politique de l'enfance. Sur la masse salariale, une augmentation de 5%, 5,7 millions d'euros. Donc 2,6 millions d'euros sont affectés à des facteurs exogènes, et puis 3 millions d'euros liés principalement à des hausses, encore une fois, d'agents, donc plus 22 agents, et puis effectivement aussi toujours la revalorisation du point d'indice,
que nous avons subi l'année dernière, avec aussi là une augmentation, on va dire toujours mécanique, du glissement vieillesse technicité. Sur les achats, donc comme je l'avais indiqué, principalement sous l'effet de l'inflation, 5,7% d'augmentation avec 3 millions. Et puis les frais financiers, 2,1 millions, qui sont effectivement la conséquence de l'emprunt que nous avons souscrit. Au titre des autres crédits, on y trouve les dotations aux provisions, qui sont liées notamment à l'actualisation de la provision sur le compte épargne-temps. Et donc ça, c'est une baisse de 2,6 millions d'euros. Donc voilà, donc au total, 37,2 millions qui sont sur ces dépenses de fonctionnement. Alors ça a été aussi rappelé aussi par le président hier. On a, en plus de la situation, on va dire, qui est propre à l'ensemble des départements, nous avons une spécificité sur le Loiret. Sur tout d'abord nos dépenses de fonctionnement et particulièrement sur des bons résultats, puisque c'est 827 € par habitant. Et donc le département se positionnait encore et toujours à la 5e place des départements fin 2023. Je pense que cette place n'a pas dû bouger en 2024. Et c'est très très largement en dessous de la moyenne des départements qui se situe à 1050 € par habitant. Et effectivement, si on faisait ce cumul, cette différenciation, et si on avait le même traitement, on va dire, que la moyenne, eh bien, ça serait une marge d'économie potentielle de 155,3 millions d'euros. Et puis, l'autre facteur qui a été aussi évoqué, qui revient aussi régulièrement, c'est ce problème sur la DGF, avec en 2024 un montant qui est de 93,2 € par habitant. Donc, c'est quand même très faible et ça nous positionne en 81e position, donc en queue de peloton, on va dire, sur le DGF. Et ce montant qui est très largement en dessous de la moyenne des départements, puisque la moyenne est de 156,7 € par habitant. Et si, encore une fois, nous avions cette manne supplémentaire, eh bien, ça serait une recette supplémentaire de 43,7 millions d'euros. Donc, voilà, ce qui nous, effectivement, nous permettrait notamment d'avoir à combler, on va dire, un équilibre sur notre section de fonctionnement qui serait quand même un peu moins dégradé. L'autre facteur et l'autre spécificité, mais là qui touche, on va dire, l'ensemble des départements, c'est le reste à charge. Là aussi, vous voyez toujours cette courbe qui n'en finit pas de s'élever. Et là aussi, sur un calcul que nous avons réalisé depuis 2002, là où nous avons pris ces compétences sur notamment l'Union du social avec le RSA, enfin le RMI qui était à l'époque, eh bien, si on cumule tout ça de toute cette période, ça représente 1,2 milliard d'euros qui n'a pas été compensé par l'État et qui a été pris sur le budget du département. Sur le reste à charge des AIS, ça représente 2 fois et demi supérieur à l'encours de la dette du département. Donc voilà, si on avait eu ce reste à charge et cette compensation de l'État, aujourd'hui notre collectivité n'aurait pas de dette. Alors, il y a toujours des discussions sur ce reste à charge. Alors, dernièrement, il y avait un débat, notamment puisque il y a eu un bras de fer qui avait été engagé avec l'ADF et le gouvernement sur la réannexation du Ségur. Bon, il y a eu un accord avec la ministre à 50%. Enfin, 50% reste quand même, encore une fois, très en deçà de ce qu'on peut espérer. Sur les recettes de fonctionnement maintenant, donc l'écart est de 6,9 millions par rapport à l'année 2023, donc seulement 1% d'évolution. Vous voyez, on a des recettes comme qui sont beaucoup moins dynamiques que nos dépenses, avec seulement 13,1 millions d'euros supplémentaires sur nos recettes. Donc, parmi les postes, on a eu à constater cette baisse sur les droits de mutation, passant de 94,3 à 81,3 millions d'euros sur 2024, donc ce qui représente une baisse de 13,8%. Parmi nos recettes d'exploitation, on y trouve la fraction de TVA pour 1,9 million,
Donc ça, c'est des montants qui sont bien sûr régularisés en année N+1. La DGF qui reste flat, hein, avec 200 000 euros de différence par rapport à l'année précédente. La taxe sur les assurances, donc j'en ai effectivement parlé, du fait des ajustements sur les politiques tarifaires des assureurs liés notamment à l'inflation, où là on a eu un petit relèvement et ça nous a permis d'encaisser 3,6 millions d'euros supplémentaires. L'assise sur les énergies, donc c'est l'ancienne TICPE, donc qui comprend à la fois la fraction sur les produits énergétiques et puis la fraction aussi sur l'électricité. Donc là pour une augmentation de 600 000 euros. Et puis la dotation de la CNSA, dont j'ai évoqué tout à l'heure, pour 5,1 millions d'euros. Et puis nos postes que j'ai aussi évoqués sur les produits financiers qui sont liés au titre participatif avec le GEM Loiret pour 500 000. Et puis des produits exceptionnels pour là effectivement 100 000 euros au total, qui sont effectivement, on va l'évoquer aussi dans le cas de l'ADM, dans l'ADM1, qui sont liés notamment aux pénalités avec SFR. Et enfin, le poste sur la reprise des provisions, qui est important, hein, 5,7 millions d'euros. Donc c'est la reprise intégrale, on l'avait déjà évoqué, sur le solde des travaux de sécurisation du canal d'Orléans, et puis la reprise de provisions pour dépréciation des créances et des risques, des risques liés au contentieux. Voilà, donc pour ce total qui représente 13,1 millions d'euros et seulement 2% d'évolution contre 6,3% en dépenses. Alors, maintenant sur la section d'investissement, tout d'abord les dépenses, elles sont en diminution de 20,4 millions d'euros, donc 10,8%. Et donc malgré quand même cette dépense, enfin c'est pas effectivement malgré, mais s'il y a une dépense qui est quand même assez notable, elle n'est pas. On a quand même un département qui investit, qui continue à investir à un niveau d'investissement important. Donc nous constatons voilà ces chiffres, hein, 152, pratiquement 153 millions d'euros de dépenses d'équipement en 2023, 135,7 en 2024 qui ont été constatés. Donc là on amorce effectivement la descente, hein, avec un écart de 17,2 millions d'euros. On y trouve dans ces dépenses d'équipement toujours nos programmes d'équipement sous maîtrise d'ouvrage départemental, dont on va effectivement voir le détail dans le tableau suivant. On a aussi nos programmes d'aide, donc programme d'aide qui baisse de 5,9 millions d'euros. Donc c'est les 4 volets sur la mobilisation en faveur des territoires. Et puis les autres dépenses d'investissement, alors là c'est notamment on trouve les titres participatifs pour le GEM, donc avec un écart effectivement puisque nous avions fait ces titres participatifs en 2023, et forcément c'est ce qui explique la différence entre CA 2023 et CA 2024 et une baisse de 7,7 millions d'euros. Voilà, le remboursement toujours du capital pour 3,2 millions d'euros. Donc avec le remboursement du capital de la dette. Et donc ça nous fait un total sur le compte administratif de 168,9 millions d'euros, et donc en baisse de 10,8%. Les dépenses d'équipement, toujours notre graphique que voilà, on a l'habitude de vous présenter, avec toujours les principales opérations. Donc en 2024, c'était encore la déviation de Jargeau, hein, que nous avons inaugurée récemment. Nous avions encore affecté 25,4 millions d'euros pour cette déviation. Parmi les postes aussi toujours importants, la Cité Loiretaine pour 14,1 millions d'euros. Et puis notre programme pluriannuel aussi d'amélioration des routes pour 9 millions d'euros. Voilà, donc vous pouvez constater que nous amorçons maintenant une descente sur ces dépenses d'équipement. Sur les recettes d'investissement, alors ces recettes d'investissement, elles augmentent forcément dû à un élément qui est quand même
important, c'est cet emprunt que j'évoquais tout à l'heure de 100 millions d'euros qui a été contracté en 2024. Donc c'est la principale mesure, donc, ce qui explique cette augmentation de 96,4 millions d'euros et donc de 246,1% d'augmentation. Parmi les autres postes, nous avons les dotations fonds divers et réserves pour 2,4 millions d'euros, donc en baisse de un peu plus de 11%. Donc là-dedans, on y trouve principalement le FCTVA, bon, qui amorce aussi fortement une baisse puisque nous avons ralenti sur l'investissement. Sur les subventions d'investissement, là aussi un peu une légère baisse de 1,9 million d'euros. Donc dans les subventions d'investissement, on retrouve principalement des opérations sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité. Donc il y a les collèges pour 5,8 millions d'euros. Donc notamment 3,1 millions d'euros au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges, 2,1 millions d'euros sur la dotation de soutien à l'investissement et 600 000 de la part de la région. Des aides pour 2,9 millions d'euros pour les routes aussi, dont 1 million d'euros de l'État pour le giratoire de Brissy, 1,9 million pour l'électrification, dont 800 000 avec la participation des communes, et puis 1,4 million d'euros pour le THD, notamment avec des fonds qui viennent du FEDER. Sur les autres immobilisations financières, légèrement en augmentation, donc pour 700 000 euros. Donc là, on y trouve un peu plus d'1 million qui est lié au reversement des budgets annexes sur le budget principal, dont 700 000 pour la ZAC des Portes du Loiret et 400 000 euros pour la ZAC de Limer. Voilà, et puis donc ce poste d'emprunt pour 100 millions, avec, après 2 années où nous n'avons pas emprunté en 2002 et 2023, eh bien, la collectivité a dû recourir à nouveau à l'emprunt avec cette somme de 100 millions d'euros, ce qui nous fait un total de 96,4 millions d'euros en recettes d'investissement. Sur la gestion de la dette, donc effectivement, ça illustre les propos que j'ai tenus à l'instant. Vous voyez, entre la période 2021, 2022, 2023, où bien, on avait diminué notre dette. Nous avons profité de cette embellie sur les droits de mutation pour rembourser une partie de notre dette et amorcer un désendettement. Ça a duré 2 ans, puisque voilà, nous sommes à nouveau repartis à la hausse. Alors, il y a effectivement il faut relativiser quand on parle aussi de dette, puisque vous voyez, on est à peu près sur un équivalent de ce qu'on avait sur 2020-2021. En revanche, l'accélération étant très importante, eh bien, la capacité de désendettement, forcément, eh bien, elle remonte très, très fortement. Vous avez cette courbe en jaune qui remonte comme une flèche, et donc avec une capacité de désendettement qui se dégrade très vite, comme je l'ai indiqué, un peu moins de 12 ans, 11,7 années, et donc une dégradation qui est liée notamment à la baisse de cette épargne brute que j'indiquais en introduction. Sur la composition de cette dette et de notre pilotage de trésorerie, donc 100 millions qui ont été empruntés en 2024, 65 millions par le biais d'émissions obligataires et 35 millions via des emprunts bancaires. Donc un encours de dette qui s'affiche désormais à 476,9 millions d'euros au 31 décembre 2024. Donc on passe de 410 au début de l'année 2024 à ce chiffre. Une dette qui reste quand même globalement et majoritairement sécurisée, puisque un peu moins de 80% sont composés de taux fixes. Donc on est toujours dans une classification 1A, donc selon la charte de Gisler, donc ce qui correspond quand même à une forte sécurisation. Et puis donc cette dette qui est répartie avec 4 grands prêteurs, je le rappelle, parce que c'est aussi aujourd'hui difficile de trouver aussi des banques qui jouent le jeu, on va dire. C'est la Caisse d'épargne,
pour 14,3% de notre dette, la Banque Postale pour 13,44%, la Société Générale pour 11,13% et le Crédit Agricole. Donc, ce qui veut dire que c'est aussi une dette qui est assez répartie et diversifiée entre les différents établissements bancaires. Et puis, on vous indique aussi qu'on souscrit toujours des lignes de trésorerie dans l'année pour un montant de 90 millions d'euros, du fait de ce manque de trésorerie aussi permanent qu'il faut à la fois combler pour le fonctionnement de la collectivité, et puis tous les mandats qu'il faut aussi faire sur l'investissement qui reste quand même très élevé. Donc voilà sur ce qu'on peut dire sur ce compte administratif 2024, avec une constatation sur cet effet ciseau, ce qui est plus vraiment un ciseau, mais c'est un sécateur, on va dire, puisque on a quand même depuis 2 ans une perte considérable de cette croissance sur nos recettes et une dépense qui est quand même toujours à la hausse, 6,3%. Qui plonge effectivement nos finances dans une situation quand même très critique et qui amorce aussi la frilosité, comme j'indiquais, des établissements bancaires. Dernièrement, notamment, il y avait la Société Générale qui s'était aussi retirée des négociations. Et puis, on constate quand même que l'État n'est pas toujours à la hauteur de ces enjeux qui nous plongent dans une situation vraiment inextricable, qu'il n'y a pas de visibilité, en tout cas à court terme là-dessus, et ce qui va nous obliger encore, pour la préparation de notre budget primitif, à faire un effort supplémentaire sur la gestion pour préserver notre institution départementale. Donc, il y a eu tout un travail qui a été entamé déjà avec les services sur un dialogue de gestion. Et là aussi, je remercie les services et puis l'ensemble des directions et des vice-présidents qui rencontrent aujourd'hui le service des finances et la direction pour à nouveau regarder ces marges d'économie, mais qui, comme on l'a dit hier, est quand même une situation qui est quand même devenue très compliquée, puisque on l'a aussi indiqué, on a déjà quand même plutôt fait ces efforts de gestion sur le fonctionnement, en étant, comme on l'a dit, 5e sur l'ensemble des départements. Bien, merci, monsieur le rapporteur du budget, d'avoir pris le temps d'expliquer dans le détail ce compte administratif, ce compte financier unique maintenant, 2024. Donc je sortirai évidemment au moment du vote, mais vous l'avez bien mis en évidence, cet effet ciseau avec des dépenses de fonctionnement qui s'accroissent de 6,3% et des recettes qui ne s'accroissent que de 2%. Donc on est aussi dans il y a un delta qui nous manque sérieusement. L'investissement qui baisse de 20 millions d'euros, je pense que ça aussi, sur le territoire, on commence à le ressentir, et l'inquiétude des chefs d'entreprise, elle est bien réelle pour 2026, sachant que les communes souvent lèvent le pied sur les investissements lors d'une année électorale municipale. Donc on voit bien que là, je pense qu'il faut que le gouvernement prenne conscience de toutes ces économies imposées vont aussi avoir des répercussions sévères sur le territoire. Et puis, je veux vous dire qu'au niveau du département de France, on a de nouveau demandé au gouvernement d'arrêter de charger la barque, comme le dit notre président Sauvadet, et puis surtout de ne plus nous imposer des dépenses qui ne sont pas compensées à 100%. Bon, vous avez vu que pour le Ségur pour tous, nous avons obtenu 50% de compensation. Bon, nous aurons une position à prendre avant la fin de l'année, savoir si nous y allons ou pas sur ce financement du Ségur pour tous, parce qu'il y a des attentes évidemment au niveau des salariés des structures associatives, SAD et autres. Donc la question sera à se poser, mais en tout cas, aujourd'hui, pour nous, c'est plus de dépenses supplémentaires non compensées. Parce que là, on nous parle maintenant d'un avenant 68, je crois, où là, la ministre, Madame Parmentier-Lecocq, dit c'est pas grand-chose, c'est 33 millions d'euros à l'échelle nationale, donc nous, ça nous fait 300 000 euros sur, là aussi, des revalorisations qui sont certainement nécessaires, mais qui devraient être compensées à 100%.
Voilà, donc je vous laisse la parole, bien évidemment, pour ce débat. Donc, Hélène Lorme. Merci, Monsieur le Président. Donc, oui, effectivement, merci de la présentation. Et certes, vous insistez largement sur les dépenses de nos politiques sociales, mais je tiens à le rappeler, il s'agit quand même de notre compétence principale. Et il faut en effet que l'État joue sa part, mais que cela reste notre priorité et trouver des solutions qui répondent aux Loiretains et à la solidarité qui s'impose. Vous évoquez également un montant de fonctionnement par habitant qui est le plus bas. Je ne sais pas si on peut se prévaloir de cela, puisque c'est quand même un service qui est rendu à la population. Et donc, je pense qu'il faut quand même manipuler ces chiffres avec précaution et être bien en ligne avec ce qu'ils représentent. Sur les ratios et les DM et le compte administratif, CFU, on est toujours dans le même contexte. En fait, on a un BP qui représente des ratios cibles qui sont certes très importants et qui le restent, bien évidemment, à la fin de l'exercice. Mais cependant, on voit des écarts qui sont quand même énormes entre un BP et un CFU. Donc, voilà, j'interpelle sur ces écarts de montant. On reste effectivement à 11 années de désendettement, ce qui est un montant important, mais on le présente encore à la DM3, parce que je vous rappelle que la DM3 avait été proposée pour être au plus proche de l'exercice budgétaire, et on voit que ce n'est encore pas le cas. Donc, pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce CFU. Bien, lorsqu'on évoque la position du département du Loiret, donc 5e département en termes de dépenses de fonctionnement, enfin, le département le plus vertueux, c'est simplement aussi pour dire que pour nous, les efforts sont beaucoup plus difficiles à réaliser que les autres. Puisque lorsqu'on a déjà été extrêmement rigoureux sur ces dépenses de fonctionnement, la marge de manœuvre se réduit. Donc c'est ça aussi qui nous pénalise, si je peux dire, c'est qu'on n'a pas de gras, contrairement à d'autres départements qui pourraient avoir un peu de marge de manœuvre. Et puis sur la DGF, là par contre, ça, c'est bien une réalité aussi, on est quand même à un niveau anormalement bas. Y a-t-il d'autres? Oui, Aude Denisot. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste rappeler à quel point, effectivement, les dépenses d'enfance explosent. Et comme l'a dit la préfète hier, il est temps de se charger de la prévention et de l'aide aux familles, parce que cette dépense qui explose, c'est une dépense liée aux souffrances de familles qui sont en difficulté, et non un apport de confort à toutes celles qui vivent sur notre territoire. Ce qui prouve que trop de familles sont maintenant en détresse, et leurs enfants les premiers, bien sûr. Et donc, il va falloir engager des politiques nationales de prévention sur nos modes de vie. Voilà, nous, on s'apprête à... Enfin, nos PMI font un très gros travail. La manière dont nous gérons la commission avec Florence Galzin montre qu'il y a beaucoup de souhaits d'apporter à la population de ce côté-là, avec les collèges notamment, et puis les appels à projets enfance. Mais donc, il est temps qu'il y ait un élan national pour améliorer la situation de la jeunesse et de l'accompagnement des familles qui soit concrétisé dans des budgets conséquents. C'est ce qu'on demande lorsque le président de la République ou les gouvernements annoncent un grand plan national de lutte contre ceci, contre cela. On demande, nous, que ça soit compensé à hauteur, justement, de la dépense. Parce que là, au niveau des marges de manœuvre, on est vraiment au plus bas. Y a-t-il d'autres remarques? Je vais laisser Florence avec vous. Bonjour à toutes et tous. En attendant que ça va être rapide, donc je vais vous proposer de mettre au vote ce compte financier unique. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? L'ensemble de la minorité. Et donc, le CFU est adopté à la majorité. Hervé, tu veux aller chercher notre président? Oui. Je
te laisse la parole pour la suite. Merci. Je propose de passer au rapport suivant qui concerne la décision modificative numéro 1, décision modificative qui est, vous l'avez vu, très technique. Et voilà, Christophe. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, ça va être assez rapide. C'est comme vous venez de l'indiquer, très technique. Donc, une DM1 avec des ajustements majoritairement liés à la reprise du résultat de 2024, et puis des reports, et enfin quelques propositions nouvelles qui sont assez mineures. Donc, sur le résultat donc, qui s'élève pour la première fois, qui est négatif, avec moins 21,3 millions d'euros. Et on intègre pourtant le résultat de clôture du budget annexe de la ZAC de Lemaire qui, lui, est positif. À cela, on ajoute des reports de recettes pour 7,5 millions d'euros, donc qui fait diminuer, on va dire, ce qui corrige un petit peu ce résultat à 13,8 millions d'euros. Et puis, donc, des propositions nouvelles sur cette DMA pour 400 000, nous allons voir le détail dans un moment. Et puis l'autre mesure aussi, c'est à nouveau un ajustement sur l'emprunt, où on remet 14,2 millions d'euros de crédit sur l'emprunt. Voilà, donc ce qui va faire au global un budget supplémentaire de 83 millions d'euros au budget principal et 84,37 si on intègre les budgets annexes. Alors, sur la synthèse de ces ajustements, tout d'abord sur la section de fonctionnement, plus 8,2 millions d'euros en dépenses et 7,9 en recettes, donc, comme je le disais, avec un écart quand même très, très faible. Et puis, l'investissement, donc 14,2 millions à cet emprunt ces crédits sur l'emprunt d'équilibre supplémentaire. Alors, les ratios cibles, oui, ça a été évoqué tout à l'heure, là, on a cette différenciation entre nos ratios cibles qui sont sur les prévisionnels et puis sur le consolidé avec le contrat administratif, le CFU maintenant, parce que il y a des écarts importants dans le sens où nos dépenses sont assez volatiles, entre guillemets, notamment sur tout ce qu'on a évoqué sur le champ du social. Et c'est pour ça qu'on a effectivement ces différenciations entre les ratios et puis des DM qui sont à chaque fois qui prennent en compte ces ajustements. Donc ce qui nous amène à un taux d'épargne brut à 3,1%, mais qui est quand même là aussi en dégradation par rapport à 2024, puisque là, on vous rappelle le chiffre sur la DM1 qui était à 3,4%. Donc la capacité de désendettement qui passe à 26,2 années puisque à nouveau l'emprunt d'équilibre et on rajoute encore 14 millions donc on a effectivement cette augmentation de ce ratio de capacité d'endettement qui était de 22 millions à la même époque en DM numéro 1. Voilà. Sur les ajustements qui vous sont proposés. Alors, ils sont essentiellement dus aux pénalités qui s'appliquent dans le cadre du contentieux avec SFR, qui était dans le cadre du déploiement de la THD sur la DSP numéro 3. Donc, il y a eu des annulations et des réémissions de titres dans le cadre de ce contentieux, ce qui nous implique une augmentation, des inscriptions supplémentaires pour les dépenses de fonctionnement de l'ordre de 7 millions d'euros. Donc ça, on retrouve aussi la même chose en recettes de fonctionnement pour 6,1 millions d'euros. Et puis là aussi, des deux côtés, des réajustements qui concernent le pacte de solidarité, qu'on a aussi évoqué dans le rapport qui a été examiné tout à l'heure. Donc, où il y a 700 000 euros de crédits supplémentaires sur les dépenses et 1,8 million sur les recettes de fonctionnement. Donc voilà. Et puis 500 000 euros on en profite, comme à chaque DM,
de corriger les pertes sur créanciers recouvrables pour 500 000 euros. Donc, ce qui fait un solde de 400 000. Et donc, principalement, cette mesure sur le contentieux SFR qui s'élève à 18 millions d'euros et qui correspond effectivement à des annulations et des rémissions de titres. Et donc, ça, c'est toujours aussi en attente d'un jugement définitif qui amènera sans doute encore à des nouvelles corrections. Voilà, donc une DM1 qui est essentiellement marquée par la reprise de résultats, qui est négative, comme je l'indiquais, et des ajustements très ciblés sur le contentieux avec cet opérateur. Et puis, à nouveau, une dégradation de notre situation financière, puisque nous ajustons encore cet emprunt d'équilibre, ce qui va le porter à 94 millions d'euros, puisque nous avions inscrit 80 millions d'euros en emprunt d'équilibre lors du BP. Et donc, voilà, 94 millions d'euros en emprunt d'équilibre sur cette DM numéro 1. Voilà, Président. Voilà une situation particulière, puisqu'on part avec un résultat négatif de 14 millions d'euros, on peut dire 13 millions et quelques, 14 millions d'euros, qu'il faut évidemment compenser. Et l'accès au crédit, pour l'instant, bon, je dirais que ça passe, mais il faut bien se dire que si nos chiffres continuent, si nos chiffres continuent à se dégrader, ça sera de plus en plus compliqué. Donc là aussi, il faut être extrêmement vigilant. Voilà, donc je vais mettre au débat. D'abord, si vous avez des questions sur cette DM, vous l'avez vu, ce sont des ajustements. Pas de questions, je propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Abstention de la minorité, pardon. Et je vous en remercie. Pour terminer, il reste juste une motion que vous avez reçue. Alors, vous l'avez lu, ça concerne la volonté de créer un établissement public foncier d'État sur la région centre. Vous avez la motion? Est-ce qu'elle a été distribuée? Oui. Ah, oui. Oui, d'accord. Donc, voilà, et il y a cette volonté un peu étonnante de vouloir venir sur un territoire qui est déjà en grande partie couvert par l'EPFLI. Donc, je ne vais pas vous rappeler toutes les missions de l'EPFLI, mais qui a été créé à l'initiative du département il y a une quinzaine d'années, qui a pris son ampleur, qui couvre pratiquement tout le département, vraiment juste un territoire près, mais qui couvre aussi de nombreux territoires dans le Cher, dans l'Eure-et-Loir, un peu dans l'Indre, et puis qui a vocation à s'étendre. Donc je vous rappelle que la région est membre de l'EPFLI, c'est Madame Sautreuil qui représente le président François Bonneau. Donc voilà, tout fonctionne, tout roule, et là, il y a cette volonté nationale de créer des EPF d'État. Bon, il ne faut pas se leurrer, je pense que l'idée, c'est de recaser des fonctionnaires d'État, parce qu'on nous dit que sur un EPF d'État à l'échelle de la région centre, ça serait au moins 60 ou 70 fonctionnaires d'État qui seraient affectés à cet EPF d'État, avec, j'imagine bien, peut-être un sous-préfet à la tête de cet EPF d'État, enfin en tout cas des hauts fonctionnaires. Voilà, donc la manœuvre, elle est un peu grosse, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une volonté de venir sur le territoire et de peut-être faire parler des chiffres. Le gouvernement pourra peut-être aussi annoncer des baisses du nombre de fonctionnaires d'État affectés dans les préfectures, mais dans le même temps, il y aura un transfert vers l'EPF d'État qui sera financé par une taxe spéciale. Vous savez, une taxe spéciale sur une fiscalité finalement qui est de l'ordre de 7 € par habitant, je crois. Donc voilà, et là on voit bien qu'il y a cette volonté de faire financer des postes. Bon, moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est comme ça que beaucoup d'élus le voient. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire sur cette motion, si vous voulez ensuite que je vous la lise dans le détail, ou si elle vous paraît acceptable en l'état. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Là, franchement, il y a unanimité sur le sujet, même pour en avoir parlé avec François Bonneau. Voilà, il ne voit pas non plus l'utilité de créer cet EPF. Bon, je vous la lis pas dans le détail. Donc, on l'approuve. Moi, je vous remercie. Donc, je me mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, merci pour la qualité de ces échanges que nous avons eus durant ces 2 jours, qui ont été 2 jours chargés, on l'a bien vu, chargés aussi socialement, on l'a vu aussi, et on a, avec Florence Galzin, on reçoit cet après-midi les organisations les organisations syndicales de la Fondation Val-de-Loire, pour toujours leur annoncer déjà ce qu'on vous a annoncé hier, et puis échanger avec eux, c'est la moindre des choses. Voilà, donc le repas sera servi à la bretonnerie. Je vous rappelle qu'il y a la cérémonie de départ en retraite avec les agents qui ont travaillé dans cette collectivité. Ils sont en bas. C'est à 11h, donc c'est parfait, c'est dans 5 minutes.
on remet des petits cadeaux en général, donc pour tous les conseillers départementaux des cantons d'où sont originaires ces retraités, on vous invite à les remettre les cadeaux. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite un bel été. Et puis, pour ceux de la commission permanente, on se reverra au mois de juillet. Et donc, bel été à vous. Profitez-en bien. Et on se retrouvera en septembre pour travailler, entre autres, dans chaque commission sur le budget. Voilà, merci.